La tranquillité de la matinée à Bondy était presque inégalable. Le son des vagues qui se brisaient doucement sur le sable, l'odeur du sel marin et la fraîcheur de l'air nocturne enveloppaient Marlon tandis qu'il marchait le long du rivage. Le ciel était dégagé, avec seulement quelques étoiles visibles, et la lune se reflétait doucement sur la mer calme. Il portait un sweatshirt et un short, les pieds nus sur le sable froid. La ville était encore silencieuse, rompue seulement par la douce brise venant de l'océan. Marlon s'arrêta brusquement lorsqu'un objet brilla dans le sable près d'un tas d'algues sèches. Il s'agenouilla, écarta les algues de ses mains et trouva une pierre sombre, de la taille d'une main fermée, avec des rainures qui semblaient former des motifs. En la touchant, une étrange sensation de chaleur parcourut son bras, suivie d'une image fugace de montagnes lointaines et de symboles inconnus. Il la glissa dans sa poche, décidant de l'étudier plus tard. Le lendemain matin, Marlon se rendit à la bibliothèque locale, à la recherche de documents sur les artefacts avec des inscriptions anciennes. La bibliothécaire, une femme aux cheveux gris et aux lunettes rondes, mentionna des légendes sur la pierre de Basika, associées à des trajets entre les réalités. Il nota des fragments de texte sur des civilisations côtières disparues et des techniques de navigation ancestrales, mais rien de concret. En sortant, un homme en imperméable noir l'observa de loin, notant quelque chose dans un carnet. Quelques jours plus tard, alors qu'il explorait un sentier près des falaises, Marlon trouva une entrée partiellement cachée par la végétation. En appuyant la pierre contre le rocher, un clic résonna et un passage étroit s'ouvrit. À l'intérieur, sous la faible lumière de sa lampe de poche, il vit des murs couverts de marques identiques à celles de l'artefact. Au centre de la chambre, une table de pierre contenait un plan gravé avec des coordonnées qui semblaient correspondre à des endroits du monde entier. En la touchant, des visions de villes submergées et de structures gigantesques l'assaillirent, suivies d'une voix murmurant « La carte n'est pas un guide, mais un avertissement ». De retour en ville, Marlon remarqua qu'il était suivi. Une voiture noire surveillait son appartement, et des lettres anonymes avec des symboles similaires à ceux de la pierre arrivèrent par la poste. Il décida de demander l'aide de Chloé, une anthropologue connue lors d'une conférence. Elle écouta en silence tandis qu'il lui expliquait ses découvertes et lui montra un article sur des instruments préhistoriques découverts sur une île voisine, avec des marques identiques à celles de la carte. « Ces symboles ne sont pas décoratifs, » dit-elle. « Ce sont des instructions. Quelqu'un les a utilisées pour quelque chose de beaucoup plus grand que nous ne l'imaginons. » Ce soir-là, les deux voyagèrent jusqu'à l'île guidés par les coordonnées de la carte. Parmi les ruines d'un ancien temple, ils trouvèrent une chambre souterraine avec une réplique de la pierre de Basika, beaucoup plus grande, incrustée dans le sol. Autour d'elle, des statues de figures humaines tenaient des objets ressemblant à des outils de charpentier. Lorsque Chloé toucha une des statues, une lumière bleutée apparut au centre de l'artefact, projetant des hologrammes de constellations inconnues. « Ce ne sont pas des étoiles, » murmura Marlon. « Ce sont des passages. » Avant qu'il ne puisse continuer, une explosion secoua la structure et des hommes masqués envahirent le lieu, leur ordonnant de leur remettre l'objet. Chloé, cependant, avait déjà rangé la réplique plus petite dans son sac à dos. Ils coururent à travers des tunnels étroits, guidés par les symboles qui brillaient maintenant sur les murs. En émerge sur la plage, ils virent un bateau les attendre, avec le même homme en imperméable noir à bord. Il sourit, révélant un fragment de la pierre originale à son collier. « Vous ne comprenez pas, » dit-il d'une voix calme. « Il ne s'agit pas de cartes. Il s'agit de qui décide de ce qu'on se souvient. » La fuite dura des heures jusqu'à ce que le bateau s'échoue dans une crique rocheuse. Les poursuivants abandonnèrent, mais le mal était fait, la réplique s'était brisée, et ses morceaux exhalaient une brume argentée qui se dissipa dans l'air. Chloé, blessée, murmura sur les cycles qui se répétaient, sur les civilisations qui avaient tenté de contrôler ce qu'elle ne comprenait pas. Marlon, tenant le fragment restant, réalisa que la réponse n'était pas sur le plan, mais sur ce qu'il représentait, un choix entre révéler le passé ou protéger l'avenir. Au lever du soleil, ils s'assirent en silence, observant la mer. L'artefact, maintenant inerte, était entre eux. De loin, dans une pièce sans fenêtre, l'homme en imperméable noir analysait le fragment dans son collier, tandis que des écrans affichaient les coordonnées de la carte. « Ça a commencé », dit quelqu'un hors de vue. Ils se sont réveillés. Alors que la brume argentée se dissipait sur la baie, le morceau brisé de la pierre révéla un détail auparavant invisible, de petites rainures à l'intérieur, identiques aux motifs des outils du charpentier. Chloé, même blessée, insista pour suivre la trace des symboles, maintenant visibles sous une faible lumière qui semblait émaner des murs de la grotte. Marlon l'aida à grimper par une fente étroite,
où l'air sentait la terre humide et le bois pourri. Au sommet, ils trouvèrent une ancienne construction, partiellement recouverte de végétation, avec des poutres usées et des portes entr'ouvertes, grinçantes au vent. À l'intérieur du bâtiment, dans un atelier abandonné, ils virent des étagères couvertes de poussière et une table centrale remplie d'instruments. Un vieil homme, aux mains ridées et portant un tablier défraîchi, polit un morceau de bois avec une concentration presque rituelle. À côté de lui, il y avait un ensemble simple d'outils, marteau, burin, scie, avec des manches vernissées et des lames rouillées, mais toujours fonctionnelles. La boîte qui les contenait portait les marques d'une utilisation constante, avec des rayures profondes et une gravure sur le couvercle qui rappelait les symboles de la carte. Sans se retourner, l'homme dit « Vous ne devriez pas être ici ». Sa voix était calme, mais elle contenait de l'urgence. Chloé s'approcha et remarqua que ces outils n'étaient pas ordinaires. Les gravures sur les manches répétaient les motifs du plan, et les lames, malgré la rouille, semblaient conçues pour couper quelque chose de plus que le bois. « Qui les a fabriqués » demanda Marlon. Le charpentier soupira, laissant tomber le burin. « Elles ont été laissées par ceux qui ont compris le but de la pierre. Elles ne construisent pas d'objets, elles créent des passages. » Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, un fracas résonna de l'extérieur. L'homme enveloppa rapidement les outils dans un chiffon huilé et remit le paquet à Chloé. « Emmenez-les là où l'artefact original a été enterré. Les symboles sur les lames vous montreront le chemin. » Il les guida dans un couloir jusqu'à une porte verrouillée, où un symbole identique à celui de la réplique brillait sur le bois. « Méfiez-vous de ceux qui suivent la même carte, mais ne voient que le pouvoir. » dit-il, puis les poussa dehors et verrouilla la porte. De retour sur la plage, alors qu'ils examinaient les outils, Chloé remarqua que chacun d'eux, sous la lumière du soleil, projetait des ombres formant des parties du trajet. Marlon découvrit que le fragment de pierre réagissait au toucher des lames, émettant un faible bourdonnement qui semblait se synchroniser avec le rythme des vagues. « Ce ne sont pas des outils, » dit-il. « Ce sont des clés. » Ce soir-là, sous la lumière d'une lampe de poche, Chloé essaya de déchiffrer les gravures. Un burin avait une séquence de symboles correspondant à une coordonnée, 34 degrés sud, 18 degrés est, pointant vers l'océan ouvert. Alors qu'elle notait les chiffres, un bruit de moteur les alerta. Ils cachèrent les outils dans le sable et virent un bateau s'approcher, avec des projecteurs balayant la côte. Le bateau s'arrêta à 50 mètres de la plage, et 3 hommes débarquèrent, armes à la main. Le chef, reconnaissable à son imperméable noir, marcha jusqu'au bord de l'eau, tenant un appareil qui émettait des bips rythmés. « Vous avez quelque chose qui n'appartient pas à ce monde, » dit-il, pointant l'appareil vers le sable où les clés étaient enterrées. Le fragment dans son collier brilla, et le sol trembla. Chloé saisit le paquet d'outils et courut dans l'eau, criant à Marlon de la suivre. La mer, jusqu'alors calme, se mit à agiter, formant des vagues qui les poussèrent loin de la côte. Les hommes tirèrent, mais les balles déviaient de trajectoires invisibles, comme si quelque chose dans l'océan les repoussait. Lorsque l'eau atteignit la taille de Chloé, le burin vibra et une lumière bleue apparut à la surface, formant un arc semblable à une porte. « C'est la coordonnée !» cria-t-elle. Marlon plongea, tenant le fragment contre sa poitrine. La pression augmenta, mais il ne sentit pas le manque d'air. Devant lui, une gigantesque structure métallique émergea des ténèbres, couverte de symboles identiques à ceux de la carte. C'était un vaisseau, ou quelque chose de proche, au contour organique, comme s'il avait grandi au lieu d'être construit. Chloé le rejoignit, essoufflé, et ensemble ils touchèrent la surface. Les outils s'alignèrent sur les symboles, et un passage s'ouvrit. À l'intérieur du vaisseau, des murs translucides affichaient des hologrammes de planètes inconnues. Une voix mécanique répétait « Protocole de confinement violé. Réinitialisation dans 3 minutes. » Les hommes en imperméable arrivèrent à l'entrée, mais les clés formèrent une barrière de lumière, les bloquant. « Personne ne peut contrôler ça », grogna le chef. Chloé courut vers le centre du vaisseau, où un piédestal vide attendait. Elle y inséra les outils, et le fragment sortit de la poche de Marlon, flottant jusqu'à s'unir aux autres morceaux. Le vaisseau trembla, et les hologrammes changèrent, montrant la Terre de l'espace, avec des points rouges clignotant à des endroits spécifiques. Centrale nucléaire, forêt déboisée, ville surpeuplée. « Ce n'est pas une carte des réalités, » murmura Chloé. « C'est une carte de l'effondrement. » La voix annonça « Réinitialisation dans 10 secondes. » Marlon prit la main de Chloé. « Nous devons choisir. » Elle comprit. Les clés pouvaient réactiver le vaisseau, mais leur but était de détruire,
pas de préserver. Laisser le protocole se poursuivre signifierait anéantir tout, l'interrompre, libérer quelque chose de pire. Avec 5 secondes restantes, Chloé arracha les outils du piédestal. Le vaisseau s'assombrit, et les points disparurent. La plage revint à la normale. Les hommes disparurent, ne laissant que l'appareil sur le sable. Au loin, le soleil commençait à se lever, teignant l'horizon d'orange. Chloé et Marlon marchèrent en silence jusqu'au sable sec. Elle rangea les clés dans son sac à dos, inactive. Il tenait le fragment, maintenant froid et opaque. « Ils vont essayer de nouveau, » dit-il. Chloé acquiesça. Ils essaient toujours. Ils regardèrent la mer, où le vaisseau s'enfonçait lentement, ses formes se dissolvant dans la lumière du matin. Quelque part sous les vagues, la véritable carte attendait toujours, et avec elle, la question qu'aucun d'eux n'avait osé formuler.